pour se faire conseiller. Qui sollicite l'expertise d'une équipe de l'EMS pour se faire conseiller. Que lui proposeriez-vous? The mayor of the council of Yaoundé 3 has set aside 3 acres of land for the development of a cultural and sports leisure area. The mayor of the council of Yaoundé 3 has set aside 3 acres of land for the development of a cultural and sports leisure area. He is seeking advice. He is seeking, pardon? Il sollicite l'expertise d'une équipe de l'EMS pour se faire conseiller. C'est bon? So the mayor is seeking advice from an EMS team. What would you suggest? D'accord, merci. Vous êtes OK? Pour être conseiller. Oui, pour être conseiller, pour se faire conseiller. Que lui proposeriez? Le sujet, c'est bon pour tout le monde? Ok, vous avez 30 minutes. Vous avez un bout. Puis les groupes de la dernière fois. Ceux qui n'étaient pas là, étaient comme moi. Sauf si vous êtes travaillé sur le pensez que tu peux plaquer, c'est un peu. C'est pas grave. Si c'était les équipes de 10, il y aurait un peu. Le seul choix qui présente le travail qu'ils ont suggéré pendant un quart d'heure. Et ensuite, j'interviens pour le reste du temps sur ce qu'on aurait pu faire sur la base de ce que vous avez proposé et une espèce de... Je vous donne les éléments fondamentaux pour éventuellement continuer à travailler. Ça, c'est une des méthodes. L'autre peut être de dire que chacun des groupes passe et présente pendant un quart d'heure. On ne fait pas de correction et puis on travaille la prochaine fois. C'est la deuxième est mieux. Alors, qui va organiser le choix entre les deux? Quelqu'un se désigne pour voir ce qui convient à la majorité. Donc, je voudrais un leader ici devant qui prend ma place et qui organise le vote. La méthode. Il n'y a pas de volontaire. Je donne le signe à quelqu'un. Il est où? Où est-il? Les gars, qui est pour la première idée? Le sujet, tout le monde a le sujet, c'est pas la peine d'écrire. Oui,
est pour la première idée? La première idée, c'est bon, ça va. La première idée consiste à faire passer un ou deux groupes qui vont nous faire le détail de toutes leurs activités. Après être passé, l'enseignant va corriger et on pourra modifier. Je pense que c'est l'idée qui arrange tout le monde, n'est-ce pas? Je fais le tirage au sort bien, quelqu'un veut se proposer. Quel est le groupe qui veut passer? Quel est le groupe qui veut passer? Mets trois groupes. Pardon? Mets trois groupes avant de... On commence par. Allez-y. Envoyez un représentant. Oui, ici. Suivez-le, s'il vous plaît. Merci. En haut. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Madame, les autres groupes sont en train de travailler, mais ils arrivent tout le monde à être tout de suite. Justement, Balesen. Il y a des gens qui sont capables de travailler, d'écouter, de faire de la musique en même temps. Bien, chérie, monsieur. Je vous en prie, Non, c'est pas d'histoire, c'est pas grave. Je suis mon nom Jean-Marie, niveau de management du sport. Je représente le groupe 2, première rangée. Alors, nous avons réfléchi sur le thème qui a été proposé et nous avons adopté une méthode de travail qui était simple. Nous avons répondu à la première question qui était de donner l'élément de réponse au maire qui est venu nous voir. Et on s'est dit qu'une moyenne comme qualité d'expertise, dont on est expert. Donc, on ne peut que lui donner des réponses de réflexion puisqu'on n'a pas encore fait le terrain. Donc ici, nous avons proposé la méthodologie de travail qu'on aura avec le maire une fois le contrat ratifié. Alors, nous avons pensé qu'on aura deux phases de travail. La première phase va porter à faire le diagnostic. C'est qu'on va dire au maire qu'on ne peut pas vous dire d'abord ce que vous avez produit, mais il faut d'abord faire un diagnostic. Et dans ce diagnostic, nous avons pensé utiliser une méthode, la méthode forme, c'est-à-dire force, faiblesse, opportunité, menace. Alors au niveau des forces, nous avons pensé que nous allons essayer de voir quelles sont les forces que présente la commune de Yaoundé-Trois en matière d'activités sportives et culturelles. Et ce sont ces forces que nous allons utiliser plus tard dans le montage de notre projet. Alors, deuxième élément, nous allons analyser les faiblesses. Qu'est-ce qui pose problème en matière d'organisation des activités sportives et culturelles dans la commune de Foulan? Nous allons les recenser. Et quelles sont les opportunités que cette mairie peut présenter si jamais on venait à mettre sur pied une infrastructure sportive et culturelle? On va analyser qu'est-ce que la population va gagner, qu'est-ce que la mairie va gagner. Maintenant, au niveau concurrentiel, nous allons essayer de voir qu'est-ce que les autres concurrents, les autres mairies proposent qui peuvent poser problème à la commune de Foulan, à la commune de Troisième. Et c'est en fonction de cela que nous allons proposer un projet qui sort un peu du lot pour pouvoir afficher les populations, même des autres communes. Alors, une fois ce premier diagnostic fait, on s'est dit, ok, on va passer à la deuxième phase, qui est la phase de l'étude de faisabilité de notre projet. C'est ce qu'on va proposer au maire. Et avant d'y aller, on va d'abord s'accorder sur un protocole d'accord avec notre qualité d'expertise. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme rémunération, comme condition? Et notre équipe sera constituée de quoi et qui va faire quoi? Et une fois le protocole d'accord signé, on passe maintenant à la deuxième phase qui est la phase de l'étude de
faisabilité, nous avons pensé à utiliser une première méthode qui est simple, la segmentation. On va segmenter en matière d'activité sportive et culturelle au niveau des populations, également en matière de tranche d'âge. Et c'est sur la base de ça qu'on va proposer notre bulletin d'enquête sur le terrain. Et à l'issue de cette segmentation, une fois les enquêtes achevées, on va ressortir un pourcentage qui va nous permettre de déterminer quelle est l'infrastructure sportive et culturelle que les populations de Yaoundé 3e recherchent de façon pertinente. Et de manière précipitée, n'ayant pas fait le terrain, on ne peut pas apporter éléments de réponse ici. Mais on sait quand même qu'on peut faire une projection. Et notre projection nous a amené à proposer plutôt la construction d'un mini complexe sportif qui allait intégrer cet ensemble de choses, c'est-à-dire un petit terrain de football, un petit terrain modulable où on peut mener les activités de hand, de volley, de basket et peut-être une piscine, c'est ce qu'on allait proposer. Alors une fois cette phase achevée, on va passer maintenant à l'étude financière du projet. Et notre étude financière du projet va nous amener à voir les frais de premier établissement, c'est-à-dire tous les frais qu'on met pour le téléphone, pour les réunions préparatoires, également pour les petites commissions, pour les partitions des tâches. Peut-être on aura besoin d'un comptable qui viendra travailler avec nous et il va falloir payer. Et deuxièmement, les immobilisations, les constructions, quelles sont les choses qu'on va mettre en place, ça va nous coûter combien. Et troisième élément, les frais d'exploitation, les salaires, le téléphone, l'électricité, tout le reste qu'on va mettre en place pour la construction de ce complexe multisportif. Et une fois achevé, on va faire un tableau bilan qui va essayer d'évaluer sur la base des produits qu'on aura dans notre projet. Est-ce que ça sera rentable pour la mairie? Parce qu'aujourd'hui, dans le développement local, tout projet doit être rentable pour la mairie. Si ce projet n'est pas rentable pour la mairie, c'est un investissement nul. Alors, et là, on va finir par un dernier point, les besoins en fonds de roulement. Alors, les besoins en fonds de roulement, c'est ces petits frais qu'on met à la disposition d'une équipe pour fonctionner pendant 3 mois ou 6 mois en attendant que l'entreprise prenne de la pôle. On va proposer ça également au niveau du maire. Alors, une fois cela fait, on va essayer d'analyser les ressources humaines. Les qui vont travailler là-bas. Qui sera directeur? Est-ce que, bref, on va ressortir l'organigramme de ce complexe. Et ce personnel deviendra immédiatement le personnel de la fonction publique locale. Et nous devons travailler au niveau de la mairie. Et une fois achevé, on revient au dernier point qui est toujours très important parce que lorsque vous faites un projet avec les maires, vous posez cette question. Qui va financer? Alors, le dernier point c'était le financement. Qui va financer le projet? On a dit les fonds propres de la mairie. Deuxième élément, les prêts bancaires. Troisième élément, les actionnaires. Quatrième élément, les subventions. Et puis, nous avons également les partenariats qu'on devra signer à gauche, à droite pour faire fonctionner l'entreprise. Et lorsqu'on a fini par trouver le financement, on arrive au dernier point, avec le projet déjà mis en place, au suivi et à l'évaluation du projet. Et au suivi de l'évaluation, est-ce que ça marche comme on s'est dit? Et l'évaluation, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Et comment est-ce qu'on peut adapter? Et lorsqu'on a fini ce travail, on se dit maintenant que la mission est terminée. On peut maintenant monter un bilan final qu'on ira proposer à la mairie comme projet de construction d'un centre multisport. Je vous remercie. Merci, monsieur Menon, pour votre intervention. Maintenant, on va prendre 2 questions. Une de chaque rangée. Je commence par là. Y a-t-il une question ici? Voilà. La question que je voudrais poser, c'est pourquoi vous avez fait un bon travail dans votre mission.
Tout ça. Elle dit que vous avez fait un bon travail d'abord. Toute l'équipe en a fait. Vous savez faire un bon travail. Maintenant, vous devez jusqu'au bout de l'idée, c'est certains éléments. Parce que là, vous avez vraiment prendre des décisions. On met dans le fond. Ça sera le timing ne permet pas de poser des questions ciblées. Moi, j'aimerais d'abord plus ce qui mais quand on est sur le bon chemin, qui va plus sur le la présentation a été bonne, mais j'ai un souci avec son livre. La compagnie, une question par rangée. Une question par rangée. Donc, il va avoir 20 remarques. J'ai un souci avec le dernier point qui consiste au suivi et évaluation du projet. Il a mis en évolution. Maintenant, justement, pendant la construction du complexe de transport, est-ce que vous n'avez pas parlé et on n'aura pas besoin du suivi et évaluation pendant le projet? Parce que là, vous avez dit ça à la fin qu'il faudra mettre cette commission sur pied pour voir dans le fonctionnement du projet. Merci pour vos observations. Si vous avez bien suivi notre présentation, on a dit c'est le projet qu'on propose. Et le suivi et l'évaluation, c'est une partie du projet. C'est-à-dire, on décrit dans cette partie comment on fera le suivi et l'évaluation du projet. Ça veut dire que ce suivi commencera dès le début du projet. C'est-à-dire, c'est la méthodologie. On a bien dit c'est la méthodologie de travail. C'est ça le projet. Donc, au niveau du suivi, on dit le suivi commence immédiatement que le projet a commencé et on évalue à chaque période. On peut faire le suivi à court, à moyen ou à long terme. Madame. Vous êtes satisfait? Non, non. Ok. La question de cette rangée. Non, il y en a. Bonjour encore. Et merci. C'était bien votre présentation. Et je pense qu'avec les conseils que vous allez nous donner, ce projet serait un succès. Mais le problème que j'ai, c'est le fait que vous n'êtes pas déjà peut-être familier avec le terrain. C'est pour ça que je remets au docteur la question. J'aurais souhaité peut-être qu'il nous dise un secteur sur lequel nous sommes pour que le projet puisse être déjà concret. Parce que vous avez encore dit que vous devez partir sur le terrain pour faire une analyse, un SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, tout. J'aurais aimé qu'en faisant votre projet, vous nous éclaircissiez déjà sur ces points-là et comment vous allez les utiliser. C'est pour ça que je dis que c'est un peu dommage que vous allez encore faire des études. Et j'aimerais peut-être savoir comment vous allez utiliser les faiblesses peut-être de la population de Yaoundé 3 pour développer mieux votre projet et construire le maire. D'abord, je vais essayer de répondre à la question intéressante de l'enseignant. Je vais essayer de la première observation, c'est ça, on a bien dit d'entrée de jeu qu'on n'a pas voulu faire le maraboutage en disant voici un projet. Et c'est l'habitude qu'on a dans le pays d'avoir des projets dans les salles. Quelqu'un vient de voir vous donner un projet, alors qu'on n'avait pas encore fait le terrain. Nous, on a dit dans notre groupe qu'on propose une méthodologie de travail. On va dire, voilà comment on va travailler, mais pour te donner un résultat concret, il va falloir qu'on fasse le terrain. C'est ce terrain qui va nous donner des bons résultats pour pouvoir te proposer une étude adaptée à ton milieu.
Maintenant, pour les faiblesses, c'est très important. Il faut mieux analyser les faiblesses de l'environnement avant de comme c'est dit dans notre groupe, on va d'abord aller vers les populations de Yaoundé et troisième. Quelles sont les faiblesses? Pourquoi? Est-ce qu'ils s'intéressent par vos activités sportives? S'ils ne s'intéressent pas, qu'est-ce qui a posé problème? Est-ce qu'ils avaient été découragés par rapport à un événement qui s'était produit? On finit d'analyser parce que dans nos propositions, il va falloir que ces gens reviennent dans les salles qui s'intéressent pour l'activité sportive. Donc, on fait d'abord cette analyse. Donc, on va poser de manière concrète quelles sont les faiblesses si on n'a pas fait une bonne analyse. Et c'est ça qu'on est passé. C'est pour répondre à la question, est-ce que la mairie a véritablement besoin d'un complexe multisport? Parce que le projet va nous permettre d'aboutir à ce résultat-là. Parce qu'on pense toujours que quand le maire vient voir qu'il veut un projet, il faut qu'on lui dise oui, on peut le faire. Mais une analyse de marché, une étude de marché qu'on nous a menée à comprendre que le projet ne répond pas aux besoins de la mairie. C'était en fait ça notre préoccupation dans notre projet. Merci pour votre intervention. Le relationniste. Merci, Madame la modératrice. Alors, voilà comment nous allons travailler. Ils ont proposé une méthodologie. Globalement, je dirais que la méthodologie, je vous ai envoyé un support, ça correspond à ce qu'il y aura à faire. Mais je profite pour commencer, je vais faire deux choses. La première, c'est d'indiquer qu'effectivement, sur le plan méthodologique, sur le suivi, c'est correct. Maintenant, le deuxième point, c'est de revenir sur les outils et les concepts du management. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure et posé comme en premier point une analyse SWOT. Les forces, faiblesses, opportunités, menaces. C'est pas mal, c'est très bien d'avoir pensé à ces concepts, mais vous les avez très mal utilisés. J'explique. Lorsqu'on parle, et ça doit être très clair pour vous, si quelqu'un vous l'a appris autrement, dites-lui qu'il s'est trompé. Lorsqu'on parle des forces et des faiblesses, strength and weakness, on est dans l'environnement interne de l'entreprise. Ça veut dire que ce ne sont pas les forces, les faiblesses de la commune de Foulane, de la population de Yaoundé 3. Non, ce sont les forces et les faiblesses de la mairie, donc de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Si c'était un particulier, si c'était, je ne sais pas moi, Kamlet, Kamraï, CDC qui vous appelle, c'est les forces et faiblesses de l'institution, de l'organisation, pas de la population, rien à voir. Ok? Il faut que ce soit clair. Lorsque vous êtes porteur de projet et qu'on analyse les forces et les faiblesses, c'est vos forces et vos faiblesses à vous. C'est en interne. Strength and weakness concern the organization of the person who aim to grow the project. This is intern. It concerns organization person. Nothing to do with the environment. When you talk about environment now, we are talking about opportunities and threats. Okay? Opportunity and menace. This is external, and most of the time, it depends on the government or the rules or all the rights that don't depend on you. Donc, tout ce qui est opportunité et menace, c'est ce que offre l'environnement, et c'est souvent l'environnement soit concurrentiel, soit souvent qui est un environnement réglementaire. Exemple. Je voudrais mettre en place, vous avez dit, un mini-stade où les gens jouent. Il y a des menaces. Les menaces, c'est quoi? Les menaces, par exemple, c'est la réglementation sur les équipements sportifs extérieurs publics.
Vous ne pouvez pas mettre à l'extérieur, de façon ouverte au public, un panneau de basket par exemple, sur un support amovible le lycée. Normalement, c'est interdit. Pourquoi? À votre avis, vous êtes des moniteurs de PS. Quelle est l'une des premières règles du port de PS? La sécurité. Est-ce que cet équipement mobile que je laisse à l'usage du public est sécurisé? Non. Donc, voyez donc que c'est une menace. C'est-à-dire que si chez moi, je peux poser cet outil pour que mes enfants jouent, qui me coûte, je sais pas moi, 100 000 francs, la mairie ne peut pas dire « Ah ben on va des panneaux à 100 000, on va aller les poser ». Non. Parce que si on est dans un contexte normal, un enfant vient jouer, il se blesse, la mairie va l'indemniser. D'accord? Donc la réglementation ici est une menace dans la mesure où elle vient rendre complexe et apporter beaucoup de nécessités d'encadrement juridique et d'assurance à souscrire. Donc on ne pourra mettre que des panneaux fixes qui répondent à un certain nombre de normes. Donc là, on peut considérer que ce sont des menaces éventuelles. Donc comment on va dire au maire, on peut mettre des terrains de basket et il fait comme il peut faire à la maison. Non. Les menaces, notamment sur les risques de poursuite en cas d'accident, sont là. Les opportunités, ça peut être comme actuellement, vous aurez samedi prochain, je crois, une intervention de quelqu'un de l'AFD. Ok? Donc, l'Agence française de développement, la réalité de l'affaire, c'est que c'est présenté comme des aides. Ce n'est pas des aides. Les aides, les pays européens, la France n'aide pas le Cameroun, n'aide rien du tout. C'est des voleurs. Ok? Ce n'est pas le problème. La réalité, c'est que quand ils viennent présenter une offre, cette offre est le fruit d'une coopération qui est destinée à dire qu'il y a un remboursement derrière. Parce qu'aucun pays ne vous aide, il n'y a pas d'aide. D'accord? On vous a colonisé, on exploite votre pétrole, on prend un certain nombre de choses. En contrepartie, on dit que vous avez des dettes. Le Cameroun leur doit de l'argent. On sait qu'ils étaient venus, ils avaient construit la poste centrale, non, ça c'était même les Allemands. Après, ils ont exploité la poste centrale, on a quand même les dettes dessus. À l'intendance, ils distribuaient les repas militaires, on a les dettes dessus. Donc, on met en place un système qui est celui de désendettement par le remboursement de la dette avec différentes choses. Et cette coopération a quoi derrière? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est important de comprendre comment marche le monde en fait. D'accord? Quand on vient vous installer un terrain de basket, un terrain de foot, on vient vous aider à vous former. En contrepartie, on vous dit, vous savez, actuellement, le ministère de la Défense a un conseiller technique et un colonel français. Est-ce que c'est normal? Mais c'est comme ça. D'accord? Et on va vous dire, vous savez qu'on vous aide beaucoup. On vous a conçu le stade. Comment vous aide? Bon, bref. Ça, je dis pour dire quoi? Pour dire quand même que ce que va proposer l'AFD peut être considéré comme une opportunité. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, à la commune de Yaoundé 3e, on pourra venir installer un espace de pratique de sport de proximité. C'est une opportunité que la mairie va se saisir. Mais moi, je vous dis simplement que sur un plan beaucoup plus général, c'est vrai, c'est une opportunité, mais si on réfléchit plus globalement, il vaut mieux que le Cameroun ait ses propres moyens de mettre en place ces structures qui ne comptent pas sur l'aide. Parce que quand on dit que les Chinois installés ou ayant construit l'Assemblée nationale, c'est une honte. Ils ont mis combien de micros dedans? Dès que vous commencez à débattre d'une loi, ils sont au courant et ils vous bloquent. Vous pouvez enlever les micros qui sont installés pendant la construction. Vous savez même d'abord qui ont mis. D'accord? Donc il n'y a pas d'aide. Alors nous on le prend comme une opportunité. D'accord? Moi je vous mets simplement en garde
D'accord? Oubliez que ce qui vous est présenté parfois comme une opportunité n'est pas une opportunité. Lorsque les gens disent on va offrir à la police un véhicule, c'est arrivé, je crois qu'il y avait un groupe aussi qui avait fait des motos à la police. D'accord? Qu'est-ce que vous savez du moteur de ces motos? Qu'est-ce qu'ils ont trafiqué dessus? Qu'est-ce qu'ils ont installé dessus? Un pays normal ne peut pas accepter ça. Allez simplement. Et là, je fais cette parenthèse parce que vous êtes des leaders et c'est très important. Imaginez-vous ce qui se passe au Cameroun. Quelqu'un arrive, il va voir le directeur de l'école, il dit aujourd'hui, pour le goûter de vos enfants, j'offre les yaourts. Le directeur comprend, n'est-ce pas? Tout le monde va faire la fête. Arrivé à Washington, vous allez dans une école où le directeur que j'offre les yaourts. Il prend seulement son truc, il appuie sur un bouton, la police vient. Monsieur, vous voulez offrir les yaourts de quoi? C'est les yaourts de quoi? C'est son tout. Il y a quoi dedans? Vous êtes d'abord qui? Pourquoi? Parce qu'on a le droit de sécuriser nos enfants. Mais on est quand même un pays où on n'est pas en sécurité. Dès qu'il y a une opportunité, j'ai déjà fait ça. Offrir du lait, des trucs dans les écoles, je fais ça. Mais c'est pas normal. Votre enfant sort de la maison, il a son régime. Il arrive à l'école, on lui donne le lait bizarre. Il tombe malade, qui gère ça? Donc, pour vous dire simplement que vous voyez comment on parle des choses qui paraissent banales. Et moi, c'est important que vous, en tant que leader, que vous ayez ces infos. Je ne suis pas en train de dire de refuser, mais de vous dire que ce qui est une opportunité, si on analyse plus loin, ça ne l'est pas forcément. Mais dans notre cas, on considère que travailler sur les opportunités et les menaces, c'est travailler sur les possibilités qu'on aura d'avoir à moindre coût, par exemple, ces installations, dont le don de l'AFD fera partie des opportunités dans ces conditions. Mais les menaces, ça peut être une réglementation trop forte qui fait en sorte que les mairies, parfois, ont du mal à investir sur des équipements publics parce que le règlement sur les équipements publics est très cher. Ici, ça va encore, mais vous allez constater que dans les pays nord-américains ou européens, c'est très très cher parce que automatiquement, quand on installe un équipement, derrière, on leur voit des garanties en termes d'assurance. C'est pour ça que là-bas, par exemple, c'est des réelles menaces. Chez nous encore, ça va. Parce que quand l'enfant tombe de la balançoire et se casse la jambe, on ne cherche pas à savoir si la balançoire était réglementée. On dit seulement que c'est Dieu qui a fait. Donc, c'est Dieu fait. C'est Dieu fait. Bon, ok, c'est bon. D'accord. Alors que là-bas, on va commencer par savoir est-ce que la balançoire là était aux normes. Si par erreur la balançoire n'est pas aux normes, les parents arrêtent de travailler d'abord. Ils vont chez l'avocat. Parce que l'argent qu'ils vont gagner, c'est 15 ans de travail. Donc, vous avez compris ce que je voulais dire sur l'utilisation du SWOT. D'accord? C'est simple, force, faiblesse interne, opportunité, menace externe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, c'est le premier. Ensuite, maintenant, si on revient dessus, j'aimerais bien que vous aussi. Si on revient dessus, je dirais que le plan de travail que vous avez proposé a tout de suite parlé des forces, des faiblesses, mais c'était prématuré. Je vais vous expliquer pourquoi c'était prématuré. Vous pourrez y revenir, mais c'était prématuré tout simplement parce que pour connaître ses forces et ses faiblesses, il faut savoir où on va, il faut connaître les objectifs, oui ou non. Donc en fait, dans le cas précis, le travail de diagnostic était déjà de rencontrer le maire pour lui demander ce qu'il veut. Comprendre déjà sa demande. Le diagnostic n'était pas encore ici à ce niveau. Pour l'instant, le maire a dit quel est le sujet. Il a réservé 3 hectares. Ça veut dire qu'il a déjà une intention, on est d'accord. Il a déjà une petite idée. Et on vous a dit que le projet, c'est la transformation de l'idée. Il y a une idée. Le maire dit, moi j'ai 3 hectares que je réserve
pour des activités culturelles et sportives. Donnez une idée quand même. Maintenant, la question, c'est comment on transforme l'idée en projet. Et ça me permet de voir avec vous un petit rappel. Qu'est-ce qu'un projet? On va toujours pour l'autre. C'est les bases. C'est les bases. Qu'est-ce qu'un projet? Je vais vous dire à quoi. Un projet, c'est un ensemble d'actions menées en vue de atteindre l'objectif. Ok, un ensemble d'actions menées en vue d'atteindre l'objectif et ok. Et qu'est-ce qui manque? Oui. Ressources financières, humaines et tout ça. Et ok. Donc, ce que vous avez dit, c'est que le maire vous sollicite, vous allez sur le terrain faire un diagnostic, vous voyez les forces de faiblesse de population dans cette façon. Vous allez sur le terrain, vous essayez d'abord de comprendre ce que le maire avait comme idée. Et ça va vous permettre de dégager ses objectifs. D'accord? Maintenant, ces objectifs vont vous permettre de faire un travail pour pouvoir l'atteindre. Dans ce travail à faire, la première action sera la connaissance de la commune, connaissance de l'environnement. Dans votre travail, vous avez parlé de ça. Vous avez dit que vous allez faire des catégories, des enfants, mais commencez par là. Commencez par savoir, il y a quelle population à Ifoulane. D'accord? Quelles sont les problématiques de la population? Et cela a une grande importance dans notre cas particulier en termes de choix de l'investissement. Si Ifoulane, par exemple, n'a pas d'espace de pratique du sport, notamment pour les établissements scolaires, et c'est le cas, la première des choses qui va intéresser les populations, c'est que désormais, les 3 hectares, on va y installer des équipements qui permettront à tous les établissements scolaires de ne plus avoir de problème d'espace de pratique de l'EPS. Parce qu'on a dit, effectivement, il faut rendre ce problème est posé. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ce soit une étape déterminante? Souvenez-vous, lors du 2e cours, je vous avais dit qu'on peut avoir des objectifs, mais la chose la plus importante, c'est d'amener les gens à poursuivre les mêmes objectifs que nous. Si dans l'entreprise, vos objectifs sont de rendre tel ou tel service, les objectifs de vos salariés sont simplement de gagner leur argent. Comment vous allez faire en sorte que leurs objectifs convergent vers les vôtres? D'accord? Donc on a dit, donc il faudrait que les populations comprennent que ce n'est pas juste une question de plaisir du maire. Pourquoi? Parce que les gens vont forcément vous dire, on n'a pas un endroit pour vendre nos choses. On n'a pas un endroit, on n'a pas de choses minimum. Le maire vient commencer à vous dire qu'on veut des loisirs culturels. Parce que vous avez travaillé, je suis sûr de cela,
avec M. Aziza sur quoi? La pyramide de Maslow. Pyramide des besoins. D'accord? Donc on sait très bien que ce qu'on est en train de mettre là, il est à ce niveau-là. Sur la question du loisir du sport. Si les gens n'ont déjà pas les besoins basiques, les gens n'ont pas mangé, ils n'ont rien dans la mairie, vous dites que vous voulez faire l'espace, on va juste brûler votre espace. D'accord? Donc c'est fondamental pour vous d'avoir tous ces aspects-là sur lesquels vous allez travailler. Et vous allez donc, quand vous allez rencontrer les populations, vous allez leur faire comprendre des choses et faire intégrer cela au maire. Dire au maire, déjà en préparant vos arguments grâce à cette étude, que dans le fond de l'histoire, les 3 écarts-là vont réunir régulièrement au moins 1500 personnes par jour. 1500 personnes par jour, ça veut dire que ceci est un espace où on peut vendre le djidja, on peut vendre le foléré, on peut vendre les beignets, on peut vendre des tas de choses. Et c'est ça que vous allez vendre à la population pour qu'elle adhère. Si vous dites juste à la population qu'on veut un espace culturel, on viendra faire des balais, des trucs qui vont dire que voilà, alors, les affaires, le problème des gens qui mangent trop fort pour vous. Ok? Mais si par contre, vous leur dites que c'est un nouveau site de distribution de vos produits locaux préparés, ils vont être intéressés. Ils vont commencer à dire, mais vous vous êtes passé ici depuis la semaine dernière, on commence à vendre quand? Ils vont être intéressés. Parce qu'ils ont compris que c'est un espace qui va être favorable à leurs propres activités. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc, c'est ce travail-là, connaissance de votre environnement, et comment vous allez faire en sorte que les gens adhèrent à ce projet dès le départ. Donc vous allez travailler sur ces actions et ce sont ces éléments que vous allez recueillir, que vous allez présenter au maire. Lui, il avait juste son idée, je mets 3 hectares. Il voyait comment on va venir faire du théâtre, des choses, sans comprendre comment ça va. Vous, en tant qu'expert, quand vous aurez rencontré le public, vous allez lui dire, oui, votre idée sera une bonne idée quand on va la transformer en projet. Et dans le projet, voilà les objectifs à atteindre, et voilà maintenant les moyens à mettre en œuvre pour le faire. Et quand vous allez maintenant décrire tout cela avec les étapes, le maire, il va comprendre qu'il est prêt ou il ne l'est pas. Parce que lui, il voyait 3 hectares. Il a un caterpillar qui va venir terrasser. On va mettre le truc, les gens jouent. Voilà l'idée du maire. Vous, en tant qu'expert, ça veut dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et qu'à travers ces équipements, on pourrait développer plein d'autres choses. Parce qu'on sait aussi que, comme c'est un espace qui va réunir les jeunes, c'est aussi des espaces où on peut faire des actions de sensibilisation autour de la santé, autour de plein de choses, filière sociale et tout ça. Mais on sait aussi que c'est un endroit, comme ça va circuler, et ça c'est votre expertise qui va jouer, c'est que nécessairement, comme il y aura beaucoup de gens qui viendront, c'est aussi un point où il y a les bandits qui vont se préparer. D'accord? Et comme c'est un endroit où il y a les bandits qui vont se préparer, on prépare déjà la police aussi pour savoir où on va aller les démasquer. Tout ça, ça va ensemble. Un endroit où on réunit des gens, il faut être prêt à y mettre des traquenards, des pièges pour les délinquants. Donc ce n'est pas vrai, parce que le problème qui se pose souvent, c'est quand il y a déjà eu 200 agressions, qu'on commence à dire que hey, l'espace ça va faire le comment. On n'y a pas pensé au départ. Or c'est au départ. Et au départ, on le sait grâce à la connaissance de l'environnement. Donc ça va être le plus gros du travail et ça passe par 2 choses. La première, ce sont les entretiens, les interviews avec le maire et son équipe. Vous ne pouvez pas faire un travail de diagnostic sans passer des entretiens avec ceux qui vous parlent du projet. Donc votre plan, ça ne veut pas dire que votre plan est mauvais, c'est la question de l'ordonnancement des choses. Par quoi vous commencez? Parce que c'est aussi important de montrer au maire qu'il ne s'agit pas d'une tâche simple. Parce que vous savez que le travail des autres est tout facile. Et voilà, des gars, ils étaient à l'EMS, ils viennent ici, je leur dis juste d'aller sur le terrain, mais après ils commencent à compliquer. Ben oui, compliqué parce que c'est complexe.
C'est votre travail, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est tout l'intérêt de votre expertise. Donc, connaissance de l'environnement, j'ai dit l'endroit, ça passe par les entretiens. Deuxièmement, ça passe par une enquête du terrain. Connaître les gens, connaître les besoins. Et avant de connaître les besoins, avoir qui sont des besoins exprimés. Parce que certains expriment des besoins, mais il y a souvent des besoins non exprimés qui sont des besoins que vous devez évaluer. Parce que je suis persuadé que la plupart des parents ne voient pas les dangers auxquels sont exposés leurs enfants si on vient distribuer les sucettes à l'école. La plupart ne voient pas. L'école est bien, hein? On leur donne les sucettes. C'est un problème. D'accord? Donc, vous voyez donc dans la démarche, ces actions-là, et c'est là où c'est très important, lorsque vous êtes sollicité par les gens, de leur montrer que toutes les démarches, avant de revenir, parce que j'ai vu dans votre plan, vous veniez plus tard avec déjà même des questions financières vers la fin, en disant l'exploitation, les fonds de roulement. On n'est même pas encore là. On n'est même pas encore à ce niveau. Étude de faisabilité. Vous avez parlé, oui, mettre en place des piscines, besoin en fonds de roulement, ressources humaines, organigramme. Non. Les fonds de roulement et toutes ces questions-là viennent bien après. Vous ne pouvez pas, dans votre travail, par exemple, c'est peut-être une erreur de présentation, vous avez parlé des besoins de fonds de roulement avant même de parler de l'organigramme, de l'organisation. Et vous n'avez pas parlé encore de la formation des intervenants. En sachant que vous devez présenter plusieurs, quand vous aurez fait votre travail, vous devez présenter plusieurs scénarios. Parce que consulting va avec un scénario. Vous ne pouvez pas vous contenter de présenter un seul scénario, de dire voilà ce qu'on va faire. Vous devez présenter au moins 3 scénarios. C'est-à-dire que chaque scénario est la présentation d'une offre modulée. C'est-à-dire que vous allez dire, ok, soit vous pensez, et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on aura nécessairement des fonctionnaires territoriaux. C'est pas ce que vous avez dit? Vous avez parlé de ça, je crois. Bon, est-ce qu'une mairie, avec la situation actuelle, vous savez que la plupart des mairies du Cameroun ont les arrivées de minimum 6 mois de paiement? Vous savez ça ou pas? Vous êtes au courant ou pas? C'est parce que les agents municipaux ont des arriérés de salaire qui sont des arnaqueurs. Le titre, ça fait 3 mois qu'on l'a pas payé. C'est les fonctionnaires municipaux, c'est des agents de l'État qui ne sont pas payés de façon régulière. Mais les fonctionnaires du ministère des Finances, alors on a plusieurs choses. On a plusieurs choses. Là, alors, vous voulez comprendre un peu simple, oui, un fonctionnaire des Finances. Non, c'est un général des clés de corruption. Un fonctionnaire des Finances sorti des gardes comme est un grade catégorie AA. La plupart de ceux qui sont leurs chefs sont AA. Sinon, les autres sont de catégorie B. D'accord? Donc, la réalité, c'est que leur salaire est inférieur ou égal à 200 000. D'accord? Sauf que c'est le village qui avait cotisé pour qu'il ait les dames. D'accord? Donc chacun attend à la fin du mois au moins 20 000. Et il y a 30 personnes qui attendent 20 000. D'accord? C'est pas pour rien, c'est des choses stupides dans notre pays où vous avez une délégation qui quitte le village pour venir remercier le ministère de la fonction publique, le ministre, pour avoir mis l'enfant à l'ENAM. C'est un sens. C'est un sens. Donc vous comprenez que le type qui a 200 000, s'il n'arnaque pas les gens, parce que les attentes des gens sont de 4 millions par mois, il a 200 000. Il fait quoi? Il a 4 millions. D'accord?
Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas à notre niveau qu'on va regarder ça. Mais c'est important de dire au maire que si on présente un scénario où il va juste travailler avec des agents municipaux qui sachent que ça va être de l'arnaque. Ton enfant, tu ne payes pas 200, ton enfant ne vient pas jouer sur la balançoire. C'est comme ça que l'histoire va finir. D'accord? Ça veut donc dire qu'il faut qu'on propose parmi les scénarios l'externalisation de l'exploitation de ces espaces. D'accord? On peut dire qu'il y a une association du quartier, par exemple, qui va gérer en dehors de... Parce qu'on a dit espace où on peut pratiquer le sport, par exemple, scolaire. Les profs de paix sont là, qui gèrent. On est d'accord? On dit maintenant espace de loisirs associatif. Les gens viennent s'entraîner ou les familles. Il y a donc une association des jeunes du quartier à qui on confie l'exploitation, par exemple, des balançoires. Puis il y a l'association des mamans du quartier, association des loulous du quartier. C'est elle qui gère l'espace balançoire. Elles ont intérêt à ce que l'argent entre pour l'entretien. Et on leur donne des missions, par exemple, sur 3 mois. Si au bout de 3 mois, la balançoire commence à partir en vrille, ça ne fonctionne pas, on les met de côté et on fait quelque chose de plus simple. Pourquoi? Parce que le conseil municipal peut se réunir assez facilement pour prendre un certain nombre de décisions. Donc partez aussi sur l'idée de connaître aussi l'environnement, on va dire, institutionnel. L'environnement, la connaissance de l'environnement institutionnel vous permet de proposer un scénario. On avait dit quoi? Réalisable. D'accord? Parce que si vous proposez l'idée d'avoir des fonctionnaires municipaux, et je pense qu'en parlant de votre organigramme, vous allez faire l'organigramme camerounais avec 15 directeurs, 25, 60 trucs. Il ne peut pas les payer votre maire. Il ne pourra pas le payer. Donc en fait, ce n'est pas réalisable. Parce que vous êtes en train de lui dire d'augmenter la charge de salariés dans la municipalité. Donc votre idée ne pourra pas fonctionner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, au fond là-bas. Oui. Alors, les besoins exprimés, aujourd'hui on n'invente pas les vies. On n'invente pas les vies. Mais on sait déjà sur le plan urbain, à travers des critères objectifs, que doit avoir une ville, que doit proposer une ville en termes de services. On le sait. Et souvent, c'est les populations qui sont au courant de ce qu'elles peuvent avoir à être en droit d'attendre. Mais on sait déjà que ces besoins ont été identifiés parce que nous n'inventons pas les villes. Les villes existent partout. D'accord? Donc, en fait, on sait déjà qu'une municipalité doit pouvoir offrir tel et tel type de service. Et on a également, dans le cadre de la décentralisation, il y a des missions qui ont été assignées à des communes, vous appelez ça quoi, à des communes. Donc on les connaît. Les populations ne les expriment pas. Mais on sait que c'est des services qui sont dus. Donc ceux-là, on les connaît. Donc on peut y travailler. Vous voyez, ça répond à vos questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans le premier entretien qu'on va faire avec les comprendre et tout est-ce qu'il a besoin, c'est dans cet entretien qu'on peut exposer les objectifs. Non. Vous n'exposez pas. Le consultant aide à construire les objectifs. Ce n'est pas ses objectifs. C'est-à-dire que c'est pendant l'entretien que vous demandez au maire ce qu'il avait l'intention de faire sur les 3 hectares. Pendant qu'il vous parle, vous, en tant que technicien, vous essayez de circonscrire ses besoins et vous l'aidez à définir les objectifs. C'est pour ça que le travail du consultant, quand il a fait son travail,
il revoit son client pour lui dire, si j'ai bien compris ce que vous avez exprimé, voilà les objectifs. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Et c'est d'ailleurs, et je vais terminer pour ça s'il n'y a pas d'autres questions, non, on n'en a pas parlé dans ce cours, c'est dans l'autre. Alors je vous parle lors d'un entretien de l'écoute active. J'en ai parlé à certains managers qui sont dans la salle. Est-ce que vous voulez bien dire à vos collègues ou leur rappeler ce que c'est qu'une écoute active? Qui est motivé? Qui est motivé? Moi, monsieur. Allez-y. Qu'est-ce qu'une écoute active? Parce que pour moi, l'écoute active, je reflète à l'écoute de vos derniers mots. Pardon? Pour moi, l'écoute active, je reflète de vos derniers mots. Le dernier mot? Monsieur Duberry, oui, tout à l'heure, je vous pose la question, vous avez dit ceci. Maintenant, je ne peux pas vous poser la question. Posez ma question. Pour moi, c'est ça l'écoute active. Ok. C'est une partie de l'écoute active. Alors en fait, votre collègue dit, l'écoute active, c'est ce qu'on appelle, dans un premier temps, la reformulation. La reformulation. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit, alors vous posez la question au maire. Pourquoi, monsieur le maire, avez-vous laissé 3 hectares de terrain où vous pensez mettre en place des activités? Le maire vous dit, ah, moi j'ai laissé 3 hectares de terrain parce que je pense que les gens ont aussi besoin de s'amuser. Vous reformulez sa réponse. Vous dites que les gens ont besoin de s'amuser, mais est-ce que les gens ne s'amusent pas dans votre commune? Qu'est-ce que vous voulez en fait dire quand vous parlez de s'amuser? Donc, progressivement, vous reformulez les choses pour être bien sûr que vous parlez de la même chose. Alors, je vais vous dire je vais faire une remarque. Vous allez dire que c'est typique, critique tout ce qui se passe là, mais on a le devoir de le faire. On a créé au Cameroun le ministère du tourisme et du loisir. Ça paraît évident, n'est-ce pas? Quand vous demandez au ministre, je n'ai pas dit au secrétaire, au ministre, vous demandez au ministre, il s'appelle Bello, Bouba Maïdari, vous lui demandez c'est quoi les loisirs, il a mis les bars dans les loisirs. D'accord? Et pour lui, le ministère du tourisme et des loisirs, c'est que lui compte, dans sa façon de comprendre, que les bars font partie des loisirs. Et que la musique qu'on diffuse dans les bars, c'est ses prérogatives. Et quand vous lui demandez de prendre le loisir, c'est compliqué pour lui de l'expliquer. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est très facile de taxer les bars. Le bar dit, oh, ben on a le bar, on vient, voilà, vous diffusez la musique, vous diffusez ceci, les gens s'amusent, payer telle somme. Il n'est pas au courant. Il doit organiser, s'il veut faire les loisirs, il doit organiser le jour des vacances. Il n'est pas au courant. Personne ne veut être en fait. D'accord? Donc c'est un problème. Donc le fait de travailler avec votre mère, c'est de lui dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Et, j'allais oublier, je vais terminer là-dessus, vraiment là-dessus, c'est un point très important. Vous avez dit quelque chose, avec une chose avec laquelle il faut être très clair, surtout lorsqu'on travaille sur les questions de politique publique. Et au-delà même de la question de la politique publique, je vais vous poser une ou 2 questions qui vont vous amener, en tout cas qui vont attirer votre attention sur ce que je veux dire. Vous avez parlé de la rentabilité. D'accord? Vous avez dit que on attend des infrastructures une rentabilité. Ça veut dire quoi en fait? Parce que ce que je comprends, c'est que généralement, vous vous contentez de l'aspect financier quand vous parlez d'emploi. Une politique, vous parlez d'emploi, vous disiez dans le fond de la rentabilité, vous allez donc mettre en place un système de suivi et d'évaluation de la rentabilité. C'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vais réagir dessus, mais la rentabilité,
projet. D'accord. Et tout projet a une dépense sociale. Alors, on parle de d'avoir une dépense sociale, il y a un projet de développement. D'accord. Or, peut-être c'est la formation qu'on a travaillé sur 2 ou 3 projets avec les mairies. Oui. Et on a constaté que la plupart des projets qui avaient été développés dans les mairies, c'était des projets qui n'avaient pas véritablement de plan social. Et très tôt, on se rendait compte qu'ils ne pouvaient pas résister à l'issue du temps. Oui. On a dit maintenant, lorsqu'on monte un projet doit être rentable pour la mairie. Et quand on parle de la rentabilité au niveau de la mairie, on voit 3 aspects. D'accord. L'aspect environnemental, Oui. l'aspect social et l'aspect économique. D'accord. Alors, si ces aspects ne sont pas développés dans un projet pour la mairie, le projet n'est pas rentable. Chaque étude sera détaillée. L'étude financière sera détaillée. Oui. Au niveau de la rentabilité économique, qu'est-ce que la mairie gagne? Je prends l'exemple de la construction des hôtels de ville. Oui. On a construit un hôtel de ville. Oui. On va financer. Oui. Un hôtel de milliards. Oui. Mais fondamentalement, vous avez un hôtel de ville qui a peut-être 60 bureaux. Oui. Donc, on ne peut pas l'employer. Oui. Fondamentalement, on a des investissements de ville. Oui. Alors, lorsqu'on fait des infrastructures sportives et culturelles, Oui. pour essayer d'apporter la dépense qui a été effectuée. Et très tôt, vous avez parlé d'un aspect sur la fonction publique locale. Oui. L'approche actuelle, c'est que la fonction publique locale doit s'autofinancer. Oui. Vous avez parlé des aéroports dans la mairie. Non, c'est que quand on met un complexe multisport, un complexe multisport, celui-là doit même payer ses employés. Ce n'est pas au contraire. La mairie doit s'attendre à quelque chose dans ses caisses venant de ce complexe qui, au préalable, doit déjà payer ses employés. Donc, c'est pour revenir un peu sur la méthodologie que nous avons utilisée pour travailler. Nous avons dit, on n'a pas voulu détailler le projet. On a voulu se donner la démarche qu'on allait utiliser pour essayer de faire. Maintenant, au niveau du premier aspect, sur la méthode de forme, c'est discutable. C'est discutable, l'approche que nous avons proposée, c'est discutable. Dans la mesure où la méthode de forme peut s'utiliser sur le produit, sur l'entreprise, sur l'environnement. On peut utiliser ça sur les 3 aspects. Lorsqu'on est en train de faire une étude du marché, une faisabilité de projet, ça peut s'utiliser sur le produit, ça peut s'utiliser sur l'entreprise, lorsqu'on veut faire l'exercice de fonctionnement de l'entreprise, et ça peut s'utiliser également sur le projet lorsqu'on doit le mettre en place. Donc c'est cela que la même façon de réfléchir, nous avons pensé pour faire nos diagnostics sur le projet, on peut également commencer par là. Bon, alors, on n'est pas dans la généralité. Là, on est dans quelque chose de très spécifique. D'où l'importance du SMART. Quand on commence à dire on peut pour l'entreprise, on peut non. On a besoin de quelque chose de spécifique parce qu'ici, on a dit qu'on travaille sur des objectifs spécifiques si on peut s'en sortir. Donc, vous avez un projet spécifique. Ce que vous dites, oui, ça, on peut philosophiquement s'accorder là-dessus. Mais si on reste sur la philosophie, vous êtes d'accord avec moi qu'on va nulle part. D'accord? Donc, un manager, il connaît tout ça. Mais il fait le choix. Ok? Si on est sur le SMART, spécifique, je ne suis pas, je veux vendre un produit, un yaourt. Non! Je veux mettre en place une exploitation pertinente de 3 hectares en faveur des populations. D'accord? À partir de là, on ne discute pas. On ne discute pas les différents aspects, quels qu'ils soient. D'accord? On ne va pas discuter spécifiquement, comme je disais, je vais travailler sur les forces, les faiblesses de la mairie avec laquelle je vais travailler parce que je ne veux pas proposer autre chose. Je ne suis pas sûr, ils ne vont pas fabriquer des groupes, non. Qu'est-ce qu'ils ont comme personnel qui pourra même déjà comprendre ce qu'on leur explique? Parce que le vrai problème qu'on a dans beaucoup de mairies, c'est qu'on a pris des personnes, on a compté des gens qu'on a mis dans la mairie, mais qui n'ont même peut-être pas la capacité déjà de comprendre ce qu'on leur explique. Donc les forces de la mairie, c'est déjà, est-ce que dans l'équipe municipale, on a déjà des personnes en capacité de comprendre ce qu'on va leur expliquer? D'accord? Sur la question de rentabilité, c'est là où
vous êtes justement allé dans le sens que je critique, c'est de parler de ces questions d'autofinancement, des projets et d'amortissement. Une mairie a construit, comme un pays, construit des infrastructures avec l'argent public. D'accord? Et c'est parce que les gens raisonnent, un peu comme vous venez de décrire là, qu'on a des problèmes avec la gestion des stades de Cameroun. On a construit le avec l'argent. Un emprunt, mais qui va être remboursé par qui va le contribuable. Lorsque le MIES leur donne une fiche en disant désormais vous devez rentabiliser les infrastructures, ça n'a aucun sens. Je dis ça n'a aucun sens, je vais vous expliquer même par rapport au mairie pourquoi ça n'a pas de sens. La rentabilité ne peut pas se calculer en se fondant essentiellement sur l'autofinancement par exemple. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, et vous êtes des moniteurs, je dis on va toujours se recentrer sur vos missions. On a par exemple une mission de santé publique à travers la pratique des activités physiques. On est d'accord ou pas? Bien. Comment on calcule? Si on veut voir la rentabilité de ce point de vue, depuis qu'on a mis en place les infrastructures à l'effleurage, on a par exemple une population en meilleure santé. Si la population est en meilleure santé, je n'ai pas de recette directe en termes financiers à la mairie, mais j'ai par exemple des commerçants qui sont de moins en moins malades. Des commerçants de moins en moins malades, ça veut dire qu'ils gagnent un peu plus d'argent. Et s'ils gagnent un peu plus d'argent, ils sont des collecteurs de TVA, donc de recettes indirectes, par exemple, et puis ils vont reverser un peu plus à la mairie. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul fait dans la mairie d'avoir des gens qui sont en meilleure santé, parce qu'ils pratiquent des activités, c'est déjà la rentabilité. Parce que vous parliez tout à l'heure sur le plan de l'environnement social. On va prendre ici, on va parler évidemment des ODD, les objectifs de développement durable, sans lesquels on ne pourra pas viabiliser les projets. Donc tout s'est pris en compte. C'est pour ça que je vous disais, faites attention, quand vous allez parler de la rentabilité, il faut davantage aller sur d'autres aspects. Vous parliez donc de l'impact social. Mais la question de l'impact social que je voulais donner tout à l'heure, si on me parlait de rentabilité, les espaces de Yaoundé 3 et Foulane ont au moins 20 établissements qui n'ont pas d'espace pour la pratique de l'EPS. On est d'accord? Bien. Si on dit que les 3 hectares vont permettre la pratique de l'EPS dans ces espaces où on a justement la nature évite la pollution et on a des espaces d'évolution plus importants, on est ici dans l'impact social. On est d'accord? Oui, monsieur. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous devez être suffisamment pointu et suffisamment, on va dire, au taquet de tous ces aspects quand vous allez présenter vos projets. D'accord? Donc, et là-dessus, partez sur une idée simple. S'ils font appel aux experts, les experts ne doivent pas être compétents. D'accord? Et les experts ne doivent pas se dire si on ne présente pas bien les choses au maire, il va ailleurs. S'il veut, il va ailleurs. D'accord? Donc, et quand vous présentez également vos projets, il faut bien montrer que vous avez la maîtrise de votre travail. Nous avons été sur les écoles, par exemple, oui. Une étude bien faite, notamment quand nous ouvrons l'école, cette école a des infrastructures sportives. D'accord. Maintenant, si cette école n'a pas d'infrastructures sportives, il y a un problème. Bon. Maintenant, au niveau des APPS, oui. Ils ont un budget, oui. Je crois de 2000 ou de 700 par élève, ça dépend des établissements. Oui. Ce budget, si l'école n'a pas d'infrastructure, mais le lycée peut utiliser même 30% pour verser à ce revenu complet sportif qui permettra la rentabilité. C'est-à-dire que non seulement ça aide les écoles, mais ces écoles payent quelque chose pour l'entretien de ce stade. Parce que c'est aussi très bien de dire qu'on a aidé les gens à travailler, mais il faut qu'on comprenne aussi que ces infrastructures comme le MIES, quand même doivent être entretenues. Et si elles doivent être entretenues, il faut que
quelqu'un puisse au moins payer quelque chose. Donc, nous ne permettons pas aussi à nos populations locales de penser qu'on viendra tout leur donner pour rien parce qu'on est en train de les aider à avoir la santé. Ok. Alors, ce que vous avez dit, je vais répondre sur deux aspects. Mais je vais en ajouter un troisième par rapport à votre dernière déclaration. La première, c'est la différence entre le principe de plaisir et le principe de réalité. D'accord? Le principe de réalité veut que il y a une loi au Cameroun qui date de 1974 sur les équipements sportifs, celle à laquelle vous faites allusion, que personne ne respecte en commençant par l'État. On fait quoi? On tue tout le monde? On fait quoi? Oui, tous les jours, les gens disent il faut respecter la loi qui dit que si on n'a pas l'espace, c'est des conneries. La récitation qui sert à rien. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas. On fait quoi? Non, il n'y a pas. Normalement, je vais vous dire une chose. La mairie ne peut même pas donner son autorisation pour la construction d'une école. Avant que je vous critiquer qu'ils n'ont pas l'espace. La mairie savait qu'ils n'ont pas l'espace. Mettons-nous. Bon. Donc on commence par là. Alors, déjà, la réalité veut que cette loi, on ne l'applique pas. Qu'est-ce que nous on propose? Moi par exemple, j'ai déjà proposé dans une expertise en disant on ne va pas revenir à cette loi, parce que si on veut revenir à cette loi, on doit détruire 80% des établissements scolaires au Cameroun. Qui est d'accord avec ça? Faire ça. Donc la proposition que moi j'ai faite, c'est que les 360 communes du Cameroun puissent justement avoir un espace qu'on peut encore trouver où on va faire des espaces de pratique mutualisés. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre. Si quelqu'un a une autre solution, il vient voir. Ok? Première chose. Deuxième chose pour ce qui concerne les APPS. Le fond de l'histoire, dans ce que vous dites, est très logique, mais pour que ça fonctionne, il faut un prélèvement à la source. S'il n'y a pas de prélèvement à la source, ça ne peut pas fonctionner. Je vais vous dire pourquoi. Chacun de nous ici a une expérience d'être sorti de chez lui avec de l'argent en cash. D'accord? Vous sortez de chez vous avec 10 000 francs cash. Vous arrivez. Un objet qu'on vend à 300 francs, vous ne discutez pas le prix. D'accord? Vous l'achetez. Ok. Mais quand vous sortez de la maison avec 350, l'objet vendu à 300, vous discutez pas. Dites-moi. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que dès qu'on dispose de l'argent en espèces, les destinations et les usages de cet argent changent. Parce que le trésorier des APPS, qui a reçu 100 000, on lui dit que sa mère est malade. Il fait d'abord un dépôt de 20 000. Et il dit qu'il va compenser après. Sauf qu'il y a les autres ordonnances qui sont arrivées. Donc il commence à réfléchir comment il va créer une fausse facture de 20 000. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la réalité de notre pays. D'accord? Donc, sur ces questions d'APPS, ça doit être des paiements où on n'a pas de l'argent physique. Et on dit qu'il y a des répartitions. Automatiquement, chaque année, l'établissement reçoit 40 millions d'APPS. On fait un virement bancaire de 15 millions à la mairie pour l'exploitation des espaces. Si on ne met pas ça en place, tout le reste là, c'est du bavardage. Ok? C'est exactement la même chose sur les questions des frais de mission et des différents frais engagés. Dans tous les pays occidentaux, vous n'allez pas voir un ministre, un secrétaire d'État, un directeur marcher avec l'argent du frais de mission. C'est une carte bancaire. Tout est payé par carte. Si vous arrivez, vous avez des frais d'hôtel mais qui sont dans la carte. Quand vous dites que vous êtes en mission, vous avez droit à 30 000 francs de frais et d'hébergement. Au Cameroun, on fait quoi? J'ai mes 30 000, je le couche mon cousin, j'ai mes 30 000 francs. Là-bas, vous avez 30 000, si vous allez chez le cousin, vous avez 30 000 francs en état. C'est aussi simple que ça. Donc nous avons
un ensemble de choses. Il ne faut pas qu'on continue à raisonner comme si ce pays n'allait pas bouger. Il faut qu'on commence plutôt à réfléchir en se disant, en tant qu'expert, vous devez proposer de façon différente de gérer même la PPS. Et pour terminer, lorsque je parle de rentabilité des stades en disant qu'il faut payer des frais, d'accord, il faut payer des frais, mais ces frais doivent être utilisés, en tout cas, fixés en fonction d'une logique qui est différente de la logique actuelle. La logique actuelle veut quoi? La logique actuelle veut que lorsqu'on dit les nouvelles déclarations d'impôts, vous payez 1000 francs pour déclarer votre impôt, le collecteur de cet impôt, en fait, il est déjà en train de voir comment ajouter un autre immeuble sur sa maison. Il n'est pas en train de dire qu'il y aura le moto Cameroun. Lui, c'est une nouvelle source de revenus pour lui. Pourquoi? Parce que la manière de payer ces 1000 francs, c'est quoi? Personne ne peut le tracer. Vraiment. Quand vous allez payer pour les 1000 francs, vous donnez un billet de 1000 francs. Bon, le billet de 1000 francs là-bas. Il va. Ils vont numériciser. Donc, vous comprenez qu'on a dès la base un système qui ne permet pas de contrôler les gens. Vous payez 1000 francs en cash. Je ne dis pas 1000 francs. Là, à l'instant, vous avez un petit cherche dans la bière. Donc, ça ne peut pas marcher. La solution dans les autres pays, c'est qu'on ne paye pas. On ne paye rien pour le payer. L'État va le payer. Parce qu'on sait que si on le paye, on est juste là. On ne paye pas. Vous pouvez en une journée imprimer 100 000 feuilles de cours de cash. Vous ne payez rien. Parce qu'on sait que vous n'allez pas aussi imprimer 100 000 feuilles. Vous allez savoir avec quoi on va dire, on n'a pas fait de. Oui. J'aimerais savoir ce que c'est que la PPS. Alors, ce sont des frais qui sont payés, qui rentrent globalement dans la situation de vie scolaire, qui sont des frais que les parents vont payer pour les activités post-études scolaires. C'est bon? Monsieur, Activité post-études scolaires. vous avez dit en faisant notre projet, nous devons avoir la connaissance de notre environnement. Je pense que c'est le cas avec mon collègue, sauf que sur la question de rentabilité, il a voulu rendre le projet profitable. Non, mais bien sûr, ce n'est pas un défaut. C'est pas mauvais. J'ai dit que leur travail, c'est une question de ordonnancement. Sur la plupart des choses, c'est un bon travail. Mais qu'on doit simplement affiner et on doit le rendre un peu plus clair. Mais le raisonnement global, il est bon. Sauf que j'ai dit, c'est sur le début, vous devez commencer. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller se dire qu'on va sur le diagnostic, le terrain, non, commence par interviewer celui qui t'a fait pour le connaître. Okay. Commence par là. Après, les autres vont suivre dans un ordonnancement qui peut être amélioré. Mais sur la base, c'est pas mauvais comme travail. D'accord, j'ai cru que vous étiez en train de nous dire de ne pas prendre. Non, simplement je vous dis un travail, commencez par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? C'est déjà la personne qu'on a en face dans le diagnostic. Vous venez me voir pour un problème, mais je vais demander à votre voisin le problème pourquoi. C'est à vous, je demande. Quel est votre problème? C'est quand vous m'aurez expliqué que je vais aller voir, ah, il y a une incidence avec le voisinage, j'irai maintenant voir les voisins. Mais je commence par vous. Quand vous avez élaboré le diagnostic auprès de la personne, non, l'élaboration du diagnostic a plusieurs étapes. Vous avez commencé par des entretiens des personnes directement concernées, des parties prenantes immédiates. D'accord? Ensuite, maintenant, vous devez connaître l'environnement. Quel est l'environnement dans lequel ils évoluent, travaillent, sont intervenus? Ok? Quand vous allez maintenant sur cet environnement-là, vous commencez à avoir les éléments, par exemple, économiques de l'environnement. Parce que vous pouvez très bien travailler sur une population qui a des besoins exprimés, mais c'est une population qui est pauvre. Excusez-moi, moi je ne vais pas aller installer un équipement de loisirs sauna pour des gens qui mangent une fois tous les 2 jours. Ça ne sert à rien. Même s'ils ont la volonté. Et comme je disais tout à l'heure, ils ne vous ont même pas demandé ça. Ils ne vous ont même pas demandé ça. Vous venez vous dire à quelqu'un qui n'a pas mangé,
Monsieur, mais ça va avec le bien-être, non? Le petit poids qu'il avait là-bas, on fatigue. Mais monsieur, ça contribue aussi à... Non, il faut laisser ça. À leur santé et leur bien-être. Celui qui peut. Là, c'est un national dans le quartier. Vous comprenez? Le type qui habite les Foulanes, parce que faut dire, si vous avez un Foulane, 50 personnes qui ont un revenu moyen de 30 000 par mois, vous ne pourrez pas avoir 30 000 personnes qui vont dessus. Celui qui a les moyens d'aller au Sénat, il ira au Sénat de la Mastérie. Il faut se le dire. Mais vous dans cet environnement, ça n'a pas sa place. J'ai presque envie de dire c'est de l'indécence. Ben lui, il va payer seul. Non. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez les Camerounais, vous ne les connaissez pas. Vous connaissez les Camerounais. Ou bien vous êtes arrivé du Japon hier. Parce que si vous connaissez les Camerounais, je vais vous dire une chose. Un sous-préfet camerounais qui a la mentalité camerounaise, il ne peut pas venir manger le béni au tourne avec vous. C'est impossible. Il ne viendra pas faire une activité avec vous. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité de villageois, ils pensent que être un grand, c'est dire que acheter au Sona à Paris, parce que tout à Paris, au Sona, pour vous montrer qu'il est différent. Alors que c'est un bon villageois. Moi, je vais vous dire, le point, c'est notre mentalité. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que vous avez connu quand il était pauvre? Le jour où il devient riche, il vient encore chez vous. Il s'arrête en route, il klaxonne. Venez sortir les choses de la voiture. Il ne peut pas porter pour porter sa chose. Non, mais il va vous dire que non, la boule a souvent quand vous marchez dessus. Allez, bonne fin de journée.